Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le concept. Chaque semaine, nous abordons un nouveau sujet d'orientation avec une école partenaire et des professionnels qui vont évoquer avec nous pêle-mêle l'orientation, comment se former, les tenants, les aboutissants d'un tel sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder les métiers de l'immobilier avec l'école partenaire, l'EFAB. L'immobilier, en quelques chiffres, c'est un secteur en pleine croissance depuis plus de 20 ans, avec par exemple 8,4% en 2019, 6,2% en 2020, 5,3% en 2021 et plus de 4% en 2022 selon notaire.fr. C'est près de 1 133 000 transactions immobilières l'année dernière. C'est donc un secteur en pleine santé économique avec de vraies perspectives économiques. Mais entre les changements d'usage, comme par exemple le Covid, qui a profondément changé les mentalités pour acheter biens professionnels ou biens particuliers, l'érection des prix de l'immobilier, la digitalisation, notamment dans la communication ou dans les outils d'estimation des biens, ou même l'envie d'une ville plus durable, comment se former à ces nouveaux enjeux qui modifient profondément ce secteur. Et donc justement, notre école partenaire, c'est l'EFAB. L'EFAB est une école qui se spécialise justement dans l'immobilier depuis plus de 25 ans. Vous êtes présent sur 10 sites dans tout le territoire français, pêle-mêle, Paris, Lille, Reims, Nantes, Lyon, Grenoble, Toulouse, Toulon, Aix-en-Provence et Rennes. C'est bien ça ? C'est ça. Parfait. Bénéficiant de plus de 2500 entreprises partenaires, car la plupart des formations sont proposées en alternance, qui se dispatchent entre un bac plus 2 en BTS, enfin des bac plus 2 pardon, en BTS, des bac plus 3 en bachelor et des bac plus 5 en master. Le tout réparti sur 3 domaines d'expertise, la promotion, la gestion et la transaction. Vous m'arrêtez si je me trompe ? C'est parfait. Nickel. Mais qu'est-ce que sont justement que ces 3 domaines ? En quoi sont-ils si différents ? Aboutissent-ils vraiment à des métiers différents ? Quel avenir pour ces métiers ? Pourquoi le choix de l'alternance ? Bref, toutes ces questions, nous allons les évoquer ensemble. Je vous rappelle juste avant que vous pouvez tout au long de cette émission poser vos questions en direct. On a une équipe de modérateurs qui vous répondra en temps réel. Il est temps justement de vous présenter nos 2 intervenants de ce soir. Nous avons d'abord monsieur Victor Gervasoni. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent. Merci de nous recevoir dans vos locaux lyonnais. Vous êtes le directeur de l'EFAB national, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Parfait. Et Sonny Brusseau. Bonsoir Sonny. Bonsoir Laurent. Merci aussi de nous accueillir. Vous êtes le directeur des relations entreprises et admission. Exactement. Parfait. Alors, justement, je l'évoquais en introduction, vous envisagez les métiers de l'immobilier selon 3 grands secteurs, j'imagine que vous n'êtes d'ailleurs pas les seuls, la promotion, la gestion, la transaction. Un petit point de définition avant de commencer, et pour que les gens qui nous regardent comprennent vraiment les tenants, les aboutissants. Commençons par la promotion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi s'agit-il exactement ? Oui, tout à fait. Alors la promotion, en fait, ce sont tous les métiers qui sont liés, ce qu'on appelle communément la construction. Ça va de la recherche de terrains fonciers jusqu'à la livraison des bâtiments. C'est tout ce qui est construction, architecte, urbanisme et donc commercialisation. Donc, tout ce secteur-là, c'est la promotion. Je le redis, c'est ce qu'on appelle un peu communément les travaux, les bâtiments et travaux. D'accord. Et donc vous déjà, au sein de l'EFAB, en BTS, en bachelor ou en master, vous proposez des formations qui sont spécifiquement dédiées à ça ? Alors, tout à fait, nous avons des formations effectivement à Bac plus 2, Bac plus 3 et Bac plus 5, comme vous le disiez. Le BTS est un programme particulier puisque c'est un référentiel éducation nationale. Il prépare à ce qui est transaction et gestion, dont nous allons parler après, mais pas à la promotion. Le BTS est un diplôme qui est fait pour aller travailler essentiellement en agence immobilière ou en syndic et copropriété. Pour travailler dans la promotion, il faut faire un minimum un bachelor pour être ce qu'on appelle responsable de programme immobilier et idéalement un master en promotion immobilière. Et donc dans la promotion, ça veut dire qu'on est sur une formation qui est beaucoup plus juridique par exemple, pour connaître ce que c'est qu'un PLU ou les lois d'architecture, Alors c'est une très bonne remarque. En fait, dans tous les secteurs, promotion, transaction ou gestion, le droit est l'un des fondamentaux pour nos étudiants, puisque tout ce que l'on fait dans le secteur de l'immobilier a à un moment ou à un autre à voir avec la question du droit, que ce soit pour des contrats de vente, que ce soit pour des bails locatifs, pour des baux locatifs, ou plutôt pour les aspects d'urbanisme. Donc la question juridique, c'est vraiment un des éléments fondamentaux. D'accord. Et donc c'est quelque chose, la promotion, qui se concentre essentiellement dans les villes en fait, ou même à la campagne, on a ce genre de boulot ? Alors comme vous le disiez, en termes de référence sur la question des évolutions, des nouveaux chantiers, des nouvelles modalités dans l'immobilier, aujourd'hui de la promotion immobilière, il y en a sur l'ensemble du territoire. Alors bien évidemment, plus vous êtes dans un secteur urbain, plus il y a d'activités de promotion
immobilière, mais vous en avez aussi beaucoup dans tout ce qui est périphérie, puisque les zones en fait intra-urbaines sont devenues tellement denses qu'on est plutôt dans des aspects liés à de la rénovation, mais qui sont aussi de la promotion. Et puis en périurbain, vous allez avoir des aspects qui sont liés au résidentiel, mais vous allez avoir aussi tous les aspects qui sont liés au tertiaire, à l'immobilier d'entreprise. Justement, c'était ma question, si on était aussi sur du bien immobilier pour bureaux ou même pour les usines, par exemple. Exactement. Alors en fait, quand vous travaillez dans la promotion, vous pouvez être sur la promotion pour du bâtiment particulier, que ce soit de l'appartement ou de la maison, aussi bien que pour de la promotion pour du bien entreprise, comme vous l'avez dit, tertiaire, bureau, zone commerciale, zone aussi d'entrepôt ou bâtiment industriel. Mais alors techniquement, quelqu'un qui travaille dans la promotion immobilière, il s'occupe de quoi? De trouver les terrains, de trouver les architectes, de participer au concours de projets, de vendre les biens une fois qu'ils ont été construits? Alors, il peut s'occuper de tout ou partie de ça. C'est-à-dire qu'en fait, selon son niveau de formation, notamment s'il est plutôt Bac+3, Bac+5, et puis son expérience, bien évidemment, dans le métier, il va s'occuper de tout ou partie. C'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui est Bac+3, qui est un responsable de programme immobilier, va être sur une partie d'un chantier. Donc, un chantier en promotion immobilière, ça va de repérer le terrain, ce qu'on appelle donc le foncier, la recherche du foncier, jusqu'à la vente, ce qu'on appelle en fait techniquement la VEFA, en passant par le travail avec les artisans, pour faire simple, le travail avec l'urbanisme, le travail avec l'architecte, le suivi de chantier. Quelqu'un qui est responsable de programme, il va s'occuper soit d'un programme dans son ensemble, soit d'une partie d'un gros programme. Et quelqu'un qui est niveau plutôt Bac+5, un master en promotion immobilière, lui va s'occuper de tout un gros chantier ou coordonner plusieurs types de chantiers. Donc là, c'est variable selon son expérience et puis aussi variable selon chez qui il travaille. Plus le promoteur est important, plus il est sur des chantiers importants. Donc là, c'est un petit peu les éléments qui vont varier selon son expérience. Il travaille forcément chez un promoteur, pas dans une agence d'archi, pas dans une municipalité, au secteur d'urbanisme. Il peut tout à fait, vous avez raison, de travailler chez ce type d'acteurs. Principalement, ils sont chez des promoteurs immobiliers parce que c'est le classique. Le responsable de programme immobilier ou le directeur de programme immobilier sont plutôt chez des promoteurs. Mais comme vous l'avez dit, il peut effectivement travailler dans des agences plus spécialisées. Vous avez par exemple des agences spécialisées dans l'urbanisme, dans de la rénovation, de la transition écologique. Donc là, en fait, nos étudiants peuvent avoir, selon leur aspiration et leur spécialisation, aller vers des acteurs plus spécifiques de ce type. Okay. Et en termes d'emploi, il y a de l'emploi là-dedans ? Alors, c'est très clairement oui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez présenté tout à l'heure, à juste titre, des chiffres clés sur l'immobilier au niveau national. Mais en fait, ce que l'on ne voit pas, c'est que tout le secteur de l'immobilier confondu, c'est le premier secteur économique mondial. C'est-à-dire que quand vous prenez l'ensemble des activités, de la construction jusqu'à la partie locative, vous avez un secteur économique qui est extrêmement important, qui est essentiel et qui finalement, quand vous regardez autour de vous au quotidien, c'est notre environnement systématique. Tout est immobilier. Il y a bien évidemment plein d'autres choses, mais quand vous êtes dans une galerie commerciale, lorsque vous allez faire vos courses, lorsque vous êtes dans votre logement à titre locatif ou à titre propriétaire, lorsque vous êtes en entreprise, tout tourne autour de l'immobilier, c'est un élément absolument essentiel. Donc l'emploi en termes de recrutement est extrêmement important. Après, il va varier selon les périodes. Il y a des périodes où vous avez plus d'actions, d'activités en promotion, des fois plus en transaction. Ça peut être variable, mais globalement, c'est un secteur qui recrute toujours et qui est en développement. Ok, très bien. La deuxième partie, en fait, le deuxième domaine dans l'immobilier, c'est la gestion. Pareil, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, la gestion, effectivement, il y a deux grands types de métiers dans la partie dite gestion. Le premier métier qui est plutôt pour les BTS et puis les programmes bachelor, ce sont des personnes qui vont aller travailler dans des agences, dans des syndics, dans des copropriétés et qui vont s'occuper du suivi des biens en location. Ils vont s'occuper de trouver, par exemple, des locataires, ils vont s'occuper de l'établissement des contrats, du suivi de l'immobilier, pour la question aussi de la rénovation d'un bâtiment ou de l'entretien d'un bâtiment. Pour du particulier principalement, mais aussi pour de l'entreprise, ça peut être pour les baux commerciaux par exemple. Donc ça, c'est la partie qu'on appelle dite gestion de copropriété, gestion de syndic, qui est extrêmement pointue, extrêmement importante. Et vous parliez de l'emploi tout à l'heure, c'est l'un des secteurs qui recrute le plus. Aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires qui viennent nous voir et qui sont en pénurie et qui recherchent des étudiants, qui recherchent des jeunes diplômés, qui recherchent des apprentis, parce qu'ils ont besoin de recruter sur ces secteurs-là des gens qui sont pointus, experts, qui sont engagés et qui vont faire monter aussi en compétences. Et puis après, quand vous êtes au niveau master, vous avez aussi la possibilité d'aller faire un autre type de métier qui est lié à la partie dite gestion, qui est ce qu'on appelle l'asset management, c'est-à-dire en fait comment on va travailler l'entretien, le développement d'un programme, d'un patrimoine immobilier, par exemple pour une entreprise. Je vous donne quelques exemples. Les chaînes hôtelières ont plein d'hôtels. Elles doivent suivre tout ce patrimoine immobilier qui est absolument essentiel. Elles ont des asset managers, donc qui sont des masters, donc des Bac+5, qui vont faire de la gestion de patrimoine immobilier. Donc ça, c'est un élément important. Et plein d'autres opérateurs en termes d'entreprise ont besoin de ce type de compétences. Orange, avec qui on travaille. Orange, bien évidemment, c'est l'opérateur qu'on connaît tous au quotidien. Mais en fait, ils ont un patrimoine immobilier extrêmement important. Ou un autre qui est, par exemple, la SNCF, qui est le deuxième
propriétaire foncier de France après l'État, qui a un patrimoine absolument extrêmement important. Il faut suivre tout l'entretien de ces équipements, et avec des aspects qui peuvent être commerciaux aussi, les aéroports, toutes les galeries commerciales, demandent des asset managers. D'accord, donc ce n'est pas du tout en fait réservé aux agences immobilières. Non, effectivement, vous avez raison. La partie la plus visible, la plus connue, c'est la partie agence immobilière, la transaction que vous avez au coin de votre rue. Ça, c'est un aspect qui est très important sur la partie transaction pour les BTS et les bachelors notamment. Mais tous les métiers de l'immobilier vont être beaucoup plus vastes que ça. Ok, très bien. Et la dernière partie, c'est donc la transaction. J'imagine que c'est ce qu'on appelle vulgairement un agent IMO. C'est ça, exactement. Alors, ce n'est pas vulgaire, c'est au contraire très, très chouette comme type de métier. Nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent notamment sur notre BTS profession immobilière et aussi sur la partie bachelor pour faire effectivement de la transaction. C'est effectivement celui ou celle qui travaille en agence et qui va faire le lien entre quelqu'un qui a un bien à vendre, un particulier, et quelqu'un qui veut acheter, que ce soit une maison ou un appartement. Ça, c'est la partie la plus visible, sachant qu'en général, celui qui fait de la transaction, il peut être amené aussi à faire un peu de location, parce que les agences ont en général les deux piliers. Et puis, il peut être aussi sur de la transaction liée à du bien professionnel, de la vente de magasins, de la vente d'équipements, etc. Très bien. Alors du coup, vous avez ces trois secteurs en tant que formation. C'est vraiment différent s'installer dans une orientation dédiée à la promotion, à la gestion, à la transaction. Il n'est pas question de faire un diplôme, selon vous, à l'EFAB, généraliste pour tous les métiers de l'immobilier. Alors non, effectivement, c'est à la fois clairement un parti pris et à la fois un lien direct avec les entreprises et les métiers. Si je reviens sur l'architecture des formations, quand vous faites un BTS profession immobilière, vous pouvez faire à la sortie ou de la gestion ou de la transaction. C'est-à-dire que le BTS prépare aux deux. Et il y a un point qui est important, c'est qu'il vous permet d'avoir ce qu'on appelle la carte professionnelle, la carte T ou la carte G qui est délivrée par la préfecture. C'est une obligation pour travailler dans la profession d'avoir cette carte et vous ne l'avez que si vous avez un diplôme reconnu par l'État dans le secteur immobilier. Alors avec un BTS, vous pouvez faire transaction ou gestion. Par contre, arrivé au niveau bachelor, bac+3, nous on a considéré de façon très claire que c'était des secteurs suffisamment différents pour demander de la spécialisation. Et donc nous avons un diplôme reconnu pour chacune de ces formations, ou promotion, ou transaction, ou gestion. Parce que lorsque vous faites de la recherche foncière, ça, même si c'est dans le secteur vaste de l'immobilier, ce n'est absolument pas la même chose que de faire de la gestion de copropriété ou de la gestion de syndic. Donc ça demande des compétences bien spécifiques. Et là, si on est sur un bachelor qui est polyvalent dans l'immobilier, problématique, c'est que vous allez faire un petit peu de tout, mais rien de façon suffisamment précise. D'accord. Et alors justement, est-ce que ça veut dire qu'en fonction, je pense notamment aux jeunes qui nous regardent et qui seraient intéressés de près ou de loin par les métiers de l'immobilier, est-ce que ça veut dire qu'il y a des profils en fait plus typiques qui sont dédiés à la promotion, à la gestion, à la transaction? Transaction, ça serait plus commercial, donc on est plus dans l'empathie, la séduction, parce que le commerce, c'est quand même ça. La promotion serait plus juridique du coup, et la gestion peut-être plus financier? Alors très sincèrement, moi je ne le vois pas comme ça. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, je ne le vois pas comme ça pour deux raisons. La première raison qui est importante, c'est que nos étudiants, lorsqu'ils arrivent, ont 17-18 ans, ils ont une forme d'aspiration pour le secteur de l'immobilier, mais ils ne sont pas toujours arrêtés sur quel type de métier ils vont faire exactement. Et puis, par exemple, on peut être à 17 ans, être timide et se dire « Non, mais moi, jamais je serai commercial et jamais je vais pouvoir faire le lien avec des gens que je ne connais pas, les rencontrer, leur présenter des biens. » Petit à petit, on apprend le métier. On a un parti pris pédagogique de mise en situation. On travaille beaucoup avec les entreprises, on met nos étudiants sur le terrain. On fait beaucoup d'apprentissage aussi pour ça, de façon à ce que les étudiants puissent finalement se développer, développer leurs compétences et se révéler. Donc ces idées reçues en tant que telles, à mon sens, ne marchent pas. Après, ce qui est vrai, c'est qu'à la sortie, on a des aspirations qui sont différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur de la transaction, c'est plutôt quelqu'un qui va alterner entre bureau, terrain, aller-retour permanent. Quelqu'un qui est sur de la gestion, il est plutôt sur de l'aspect bureau parce qu'il fait une interaction qui est dans de la gestion globale. Et puis quelqu'un qui est sur la promotion, il est plutôt aussi sur le chantier, plus en permanence, on va dire. C'est un petit peu simpliste, mais c'est l'idée. Je le redis sur l'aspect juridique, on a besoin de la question du droit dans l'ensemble de ces secteurs-là. Donc il y a du droit qui va concerner toutes les promotions, transactions ou gestion, puis d'autres qui va être plus spécifiques, on fait de la gestion locative ou de la promotion. Donc ça veut dire que lors de l'admission, on en parlera un peu plus tard, comment candidater dans une école telle que la vôtre, vous ne regardez pas spécifiquement une matière en particulier pour tel ou tel secteur, que ce soit la promotion, la gestion, la transaction?
Alors non, effectivement, quand on précisera sur les aspects liés à l'admission, mais fondamentalement, on a des tests d'entrée qui vont être sur des tests généraux, de connaissance du secteur pour s'assurer que les étudiants, nos candidats, ont quand même une vision assez claire de ce qui les attend. Et surtout, ce qui nous importe, c'est la question de la personnalité. C'est-à-dire, quel est l'étudiant qui vient candidater, c'est quoi son projet. Est-ce que nous, on va pouvoir, à travers notre programme, notre parcours et notre projet pédagogique, répondre à ses besoins et l'accompagner dans le développement de ses compétences ou pas, et auquel cas, il faut mieux qu'il aille trouver un autre type de formation. Donc c'est cette adéquation-là qu'on va chercher et voir dans quelle mesure on va aussi l'accompagner sur son employabilité. Comment on va l'aider à trouver une place en apprentissage, comment on va l'aider à trouver son alternance, comment on va l'aider à développer ses compétences professionnelles. Très bien. Tout à l'heure, vous mentionniez la carte T ou la carte G, peut-être qu'on reviendra exactement sur ce que c'est, mais ça veut dire que, si je comprends bien, on ne peut pas exercer une profession dans l'immobilier sans avoir une reconnaissance légale. Exactement. On ne peut pas se déclarer demain agent IMO. Alors vous ne pouvez pas faire agent immobilier du jour au lendemain sans avoir soit une formation, soit avoir eu suffisamment d'années d'expérience dans le secteur couvert par quelqu'un qui a la carte professionnelle en question. D'accord, ok, très bien. Alors justement, vous mentionniez précédemment que vous aviez 3 types de diplômes, BTS, Bachelor, Master, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette idée de pourquoi aller jusqu'au Master. Comme j'expliquais, la transaction immobilière, si on a la bosse du commerce, une fois qu'on a une petite formation pour savoir estimer un bien et connaître quelques clés finalement pour vendre, pourquoi aller aussi loin au Bac plus 5 ? Alors, si je peux me permettre, Laurent, il n'y a pas de petites formations. Non, il n'y a que des formations je veux dire importantes. des formations plus courtes, vous avez raison. J'entends. Alors, en fait, je vais expliquer de façon générique, bien évidemment, et c'est important de le dire pour ceux qui nous suivent. Ce que je vais dire n'exclut pas des cas particuliers de parcours spécifiques voilà, qu'on a toujours dans son environnement et on pense toujours à son nom qui a fait différemment. Mais le principe, en fait, dans l'enseignement supérieur, qui est valable pour tout le monde, et après, je vais l'expliquer plus particulièrement pour l'immobilier, pour nos formations. Le BTS, c'est un brevet de technicien supérieur, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend dans cette formation-là des techniques dédiées, spécifiques, en l'occurrence liées à l'immobilier, que ce soit la transaction ou la gestion. Et lorsqu'on va travailler en agence, on applique ces techniques. Ensuite, lorsqu'on fait un bachelor, le principe d'un bachelor, c'est un Bac plus 3, c'est d'être responsable de quelque chose. C'est-à-dire qu'on va avoir, au sein d'une structure, des objectifs, un cadre de travail, et on a une marge de manœuvre dans ce cadre de travail. Lorsqu'on est en master, l'idée c'est de devenir manager, directeur d'une business unit, d'une équipe ou d'un projet. Et donc là, cette fois, on a des objectifs, il faut les atteindre, pour faire simple. Donc ça veut dire qu'entre un Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, à moyen terme, ce n'est pas forcément les premiers jobs que l'on a, mais le niveau de responsabilité ne va pas être le même. Ça, c'est une des premières raisons qui peut nous amener à choisir entre ces niveaux de formation. Et en général, c'est aussi au fur et à mesure du parcours de formation que l'étudiant va se dire finalement, je vais faire un Bac plus 3 ou un Bac plus 5 parce que son projet va évoluer. Et l'objectif pour nous est de l'accompagner dans cette réflexion. Ça, c'est un premier point qui finalement est valable dans toutes les formations. Maintenant, plus spécifiquement sur l'immobilier, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on fait un BTS, on va faire de la transaction ou de la gestion, mais on ne fait pas de promotion. Et puis, comme je l'ai dit avant sur la question d'un BTS, on va être au sein d'une agence immobilière, par exemple, on va être agent immobilier, mais on ne sera pas responsable d'agence. Alors, vous trouverez forcément des gens qui sont responsables d'agence qui ont un BTS, mais ce n'est plus la norme actuellement. Par contre, lorsqu'on est un bachelor, d'une part, on peut aller vers la promotion. D'autre part, on peut commencer à prendre des responsabilités. Quelqu'un qui fait un bachelor peut devenir responsable d'agence immobilière, par exemple, plus rapidement, plus facilement. Lorsque vous êtes sur un niveau bachelor, vous allez avoir affaire à un type de métier au sein de votre secteur. Je le disais par exemple sur la promotion tout à l'heure, lorsque vous avez un bachelor, vous allez travailler sur le foncier, ou vous allez travailler sur une partie qui est liée à la VFA, la partie de la vente, la commercialisation. Vous allez sur un master, vous allez avoir plus d'envergure dans la gestion de projet. Vous allez être sur un projet de A à Z, vous allez avoir plus d'équipes. Et puis, vous pouvez avoir des degrés de spécialisation plus importants. Sur la transaction, oui, si je veux être agent immobilier en agence, un bachelor, un BTS, c'est déjà une étape importante, et un bachelor peut tout à fait convenir. Nous, sur notre master, on va aller plus loin puisqu'on va aller sur du conseil en gestion de patrimoine. Pourquoi ? Parce que quand on va dans une agence immobilière, c'est pour acheter son bien pour soi. En général, c'est le premier achat. Puis après, on peut être amené à acheter un appartement pour le mettre en location. Et puis, on peut être amené à avoir besoin d'autres types de biens aussi pour son propre patrimoine. Donc, nos étudiants sont formés à cet aspect-là. Et sur la partie gestion, en fait, nos étudiants en bachelor gestion peuvent être sur du syndic et de la copropriété, mais s'ils veulent aller par contre sur des aspects de gestion avec plus d'importance, qu'on appelle donc l'asset management pour du patrimoine immobilier, il leur faut un niveau master. C'est-à-dire que le niveau d'expertise, le niveau de compétence et le panel de compétences est beaucoup plus important. Et donc, ça peut selon pas son se compenser projet, avec l'expérience. Alors sur certains aspects, non. C'est-à-dire que vous allez bien évidemment trouver, comme je le disais, des étudiants, des personnes qui ont fait un BTS profession immobilière et puis qui, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ont pu progresser parce qu'ils ont eu un parcours particulier. Mais à un moment, il y a des contenus juridiques
très particuliers, il y a des expertises techniques, immobilières, des expertises liées aux biens aussi qu'on va pouvoir conseiller, par exemple dans la gestion de patrimoine ou dans le suivi dans l'asset management, qui demandent déjà un bagage de départ extrêmement important. Ça, c'est un point qui est vraiment significatif. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur l'exemple de l'oncle, c'est que souvent les personnes qui ont aujourd'hui des postes importants dans l'immobilier en ayant des diplômes parfois plus bas que ce que j'annonce, sont des personnes qui sont plutôt en fin de carrière, c'est-à-dire qui ont commencé leur carrière il y a 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'immobilier et qui étaient sur des moments où on ne demandait pas, on n'avait pas ce type d'exigence. Pourquoi l'EFAB a été créée? Elle a été créée il y a plus de 25 ans par des professionnels de l'immobilier qui sont venus voir l'établissement en disant on a besoin d'avoir des gens qui sont experts, qui sont pointus dans ces domaines, on ne les trouve pas et on n'arrive pas à les former suffisamment bien sur le terrain. C'est pour ça qu'on a monté ces formations. Et donc l'école a accompagné les besoins professionnels. D'accord, très bien. Alors justement, parmi tous les profils que vous recherchez, peut-être avec vous, Sony, ce qu'on ne vous a pas encore entendu, vous êtes chargé de l'admission à l'échelle nationale, hein. Alors non, simplement local sur le Justement, campus pardon. de Lyon. Du coup, ça se passe comment en fait? En termes de profil, vous regardez quoi? Au niveau de l'admission et des concours. Au niveau déjà de l'admission des concours, parmi tous les jeunes qui se présentent lors des journées portes ouvertes ou qui manifestent leur intérêt sur leur site internet efab.fr, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que on a curiosité, d'une motivation, d'une ouverture d'esprit, mais est-ce qu'il y a des matières précises? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait tilt? Alors on intègre en fait tout type de bac sur nos formations, hein, Ouais. que ce soit du BTS au bachelor, en tout cas post-bac, Mhm. pour notamment le plus gros des publics qui nous vient chaque année. On n'a pas forcément d'attente particulière en termes de matière. On a des étudiants qui peuvent être très bons en mathématiques, en philo ou autre. Ça ne va pas changer la donne. Ce qui va changer la donne, c'est le projet, l'adéquation de ce projet avec la formation. Donc, avant tout préambule de candidature, on va d'abord étudier cela avec l'étudiant en journée porte ouverte ou en entretien d'orientation. Et sur cet entretien, on va pouvoir effectivement orienter au mieux l'étudiant sur le projet de formation qui convient. S'il veut partir sur de la promotion, vous l'avez compris, on ne l'emmènera pas du tout sur un BTS au départ. On l'emmènera tout de suite sur un bachelor qui lui permettra de voir tout de suite ce domaine. Souvent, il faut savoir que ce public aussi, c'est des étudiants qui cherchent une formation beaucoup plus technique, beaucoup plus pratique qu'une formation académique. C'est pour ça qu'ils s'orientent vers des formations professionnelles comme les nôtres. Et de fait, on va pouvoir leur proposer avec nos dispositifs des formations plus adaptées et donc plus de réussite, hein, parce que la formation sera en lien directement à ce projet. Très bien. Et donc pour vous, il n'est pas question de jumper d'un BTS transaction pour après partir sur un bachelor gestion et finir sur un master promotion? Alors, après un BTS profession immobilière, on peut aller sur un bachelor promotion, transaction ou gestion. D'accord. Par contre, après un bachelor qui a une spécialisation dans l'un de On ces est secteurs-là, déjà ça devient plus dirigé. compliqué. Et ce qui est sûr, c'est que si on va travailler après son bachelor ou si on va travailler après son master, on doit travailler dans sa dernière spécialisation. Parce qu'autrement, on n'a plus le bagage de compétences qui fait qu'on sera différenciant sur le marché de l'emploi. Très bien. Alors justement, le déroulé de la candidature, concrètement, ça se passe comment? Il y a d'abord une inscription sur le site internet, ensuite un concours, une expression écrite, et après l'expression orale? Alors ça va se faire en 3 temps en fait. L'étudiant va candidater directement sur le site de l'efab.fr. Il va déposer son dossier, un dossier qu'on va regarder. Quand il veut, il n'y a pas de date limite. Vous avez des concours tous les mercredis D'accord, après-midi ok. et 1 à 2 samedis par mois sur tous les campus. Très L'étudiant bien. retrouve toutes les dates de toute façon sur notre site internet. Le site est unique et il renvoie vers toutes les écoles. Une fois qu'il a déposé son dossier, tout simplement, on va étudier effectivement les pièces qu'il nous aura joints avec sa lettre de motivation et son CV. Derrière, on va pouvoir convoquer l'étudiant à son concours. Sur les BTS, il aura simplement un entretien oral de motivation d'une 30aine de minutes pour défendre son projet. Et à cela s'ajoutent pour les bachelors et masters des tests écrits, des tests de logique, de culture G, d'anglais, mais de métier surtout. L'anglais. Ouais. Ok, C'est en QCM, d'accord. ça n'alerte pas trop. Et vous demandez quoi? Un niveau B1, B2? Simplement post-bac, la suite en fait des études qu'ils ont eues. On ne va pas avoir une exigence, on va dire, outre finalement des attendus qu'on retrouve de partout. C'est simplement pour effectivement estimer les niveaux, pour pouvoir faire des groupes de niveaux aussi à la rentrée, pour pouvoir effectivement faciliter. Je sais que c'est une inquiétude pour beaucoup d'étudiants, Oui. le niveau d'anglais. Oui. Donc ça nous permet effectivement de faire des prépositionnements des étudiants, les mettre en bonne situation pour intégrer la formation. Et le plus important, encore une fois, c'est l'entretien de motivation. Alors justement, ça se passe comment? C'est quoi? C'est 20, 30 minutes, 1 heure? C'est face à quelqu'un? C'est en virtuel? Alors, on fait des concours en présentiel et en virtuel, mais le plus important, c'est que c'est fait par des professionnels. L'objectif, c'est que la D'accord. formation est faite pour des professionnels en devenir et donc doit être effectivement orientée et même guidée par ces professionnels-là. Donc, tout au long du cursus chez nous, on a vraiment à cœur que ce soit des intervenants qui puissent guider nos étudiants tout au long de leur programme, mais dès l'entrée, on fait valider chaque candidature par des professionnels qui sont parfois déjà partenaires du campus et recrutent des alternants
parfois des intervenants professionnels. Et donc c'est eux qui vont faire l'entretien d'une trentaine de minutes et qui vont questionner l'étudiant sur son projet, dans sa globalité. Estimer s'il a fait assez de recherches, s'il est curieux, s'il est mature, si son projet est mature lui-même. C'est ce qui va aussi nous permettre de définir s'il est prêt pour l'alternance ou non. D'accord. Parce que du coup, toutes vos formations sont proposées en alternance? Justement, non. Ah, d'accord. En fait, on a les deux possibilités. Les étudiants peuvent effectivement suivre un cycle de formation initiale ou alterner. Ça va encore une fois dépendre de son niveau, l'état d'avancement de son projet, de l'expérience qu'il a pu accumuler aussi, parce qu'il y a des fois une différence entre le pouvoir et le vouloir. Bien sûr. Et derrière, les entreprises ne sont pas moins exigeantes en recrutant de l'alternance qu'un employé en CDD ou CDI. Et cette alternance se propose dès la première année? Oui, en BTS, tout à fait. Ok. Et c'est pas trop jeune, 17-18 ans, pour intégrer une entreprise Parce que bon, il faut quand même le dire, c'est une semaine, enfin c'est en général un quart, trois quarts, un quart en école, trois quarts en entreprise. Je ne sais pas si à 17-18 ans, tous les jeunes sont suffisamment matures pour arriver à l'heure au boulot, pour savoir parler à des clients. Alors, C'est c'est peut-être très cliché, juste. mais... Non, mais c'est vérifié et revérifié chaque année. Hein. Tout le monde n'est pas prêt. C'est pour ça aussi que dans les dispositifs d'apprentissage, vous avez aussi des périodes d'essai hein, qui sont faites pour les entreprises et les étudiants pour tester le dispositif. Mais outre ces précautions, on a effectivement des étudiants dès le démarrage qui sont conscients effectivement du niveau d'état d'avancement de leur projet pour effectivement se dire, avec nos conseils, je vais peut-être attendre une année pour me lancer sur l'apprentissage, me faire un bagage technique sur une première année de formation continue, comme ils le font en terminale actuellement, puis engranger quelques stages, prendre de l'expérience, des stages dans plusieurs services. Ils avaient peut-être des doutes sur la transaction, la location, le syndic. En première année initiale, ils peuvent aussi voir plusieurs domaines et mieux choisir leur alternance pour les années à venir. J'ajouterais que sur l'accompagnement des étudiants, en fait, chaque étudiant, une fois qu'il est admis au sein de l'établissement, sur chacun des campus, va avoir un conseiller relations entreprises qui lui est attribué et qui va le suivre pendant toute sa scolarité jusqu'à son premier emploi. Ce conseiller relations entreprises va en fait l'accompagner dans la définition de son projet, mais aussi dans son fonctionnement en alternance, comment ça se passe en entreprise. Il fait du suivi, il fait la relation avec les tuteurs aussi, et puis il va l'accompagner dans ce que moi j'appelle la posture professionnelle. Vous parliez de la question des retards, des postures de ce type-là, parce qu'effectivement, nos étudiants sont jeunes. On les accompagne là-dessus pour les coacher. Ce n'est pas uniquement des cours, c'est aussi tout ce qui est culture professionnelle, culture et posture professionnelle. Très bien. Et du coup, vous, de votre expérience tous les deux, vous recommandez l'alternance le plus tôt possible? Si je peux me permettre, ça dépendra encore une fois de l'étudiant. Ouais. Si l'étudiant se projette sur un cursus de formation plutôt court, oui. Là, effectivement, il faudrait qu'il puisse sortir avec un diplôme et une expérience pour vraiment être bankable sur le marché de l'emploi. Maintenant, derrière, si l'étudiant n'est pas sûr de lui, mais qui projette de faire au moins un bac+3, il peut se donner le temps de réflexion et commencer en initiale et faire sa troisième année en alternance. Okay. Ça dépendra du projet et de l'étudiant, systématiquement. Pour vous, c'est la même chose? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ajouterais aussi que l'alternance est un vrai vecteur de développement de compétences, mais aussi de motivation pour nos étudiants dans leur parcours. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui nous rejoignent sur nos formations, qui parfois ne sont pas au lycée, n'ont pas toujours des bons résultats, et puis se disent « mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi faire des études ?» Certains viennent en BTS d'ailleurs un petit peu parce qu'on les a poussés, parce que leurs parents, etc., le classique. Puis finalement, en fait, quand ils arrivent dans l'école et ils viennent parce qu'ils ont de l'appétence avec le secteur immobilier, et comme notre pédagogie est très pratique, on est orienté compétences métiers et qui sont rythmés en alternance avec la vie en entreprise, ils comprennent à quoi servent les cours, ils les appliquent régulièrement. Et puis cette dialectique, cet échange entre la vie en entreprise et la vie à l'école fait qu'ils sont motivés et puis ça déclenche une dynamique qui est beaucoup plus constructive. Donc ça, c'est un des éléments qui fait que pour moi, entre autres, l'apprentissage est extrêmement intéressant pour les étudiants. Il y a bien évidemment les aspects économiques, mais il y a aussi le fait que, vous l'avez dit, sur la question de la charge de travail à très juste titre, ce qui est très important pour les étudiants à mon sens, c'est qu'en fait, lorsqu'ils vont faire leur parcours en alternance, ils vont avoir leur vie d'étudiant, leur vie de jeune professionnel, plus leur vie en tant que telle, ça c'est encore autre chose, et ils vont devoir apprendre à gérer l'un avec l'autre. Ce qui n'est pas évident à cet âge-là. Ce qui est effectivement compliqué. C'est pour ça qu'ils ont aussi des conseillers relations entreprises qui sont là avec eux pour les accompagner, des responsables pédagogiques sur chacun des campus qui sont dédiés à l'école, qui vont les accompagner, les coacher, puis les encourager. Et c'est aussi pour ça que derrière, lorsqu'ils vont être sur leur premier emploi, leur recherche d'emploi, ils ont de l'intérêt pour les entreprises parce qu'ils sont jeunes diplômés, avec expérience. Mais aussi, je rajoute un point, c'est qu'ils auront fait leurs preuves pendant 2 ans, 3 ans ou 5 ans sur leur capacité à se motiver, à s'organiser et à atteindre leurs objectifs. Alors là, en termes de recherche d'emploi, c'est oui. bien évidemment. Mais ça, c'est sûr que l'alternance est un vrai tremplin, ça aide considérablement. D'ailleurs, ma question, c'était comment vous les aidez pour justement trouver ces entreprises? Vous leur demandez de trouver par eux-mêmes, comme je disais en introduction, vous avez plus de 2500 entreprises partenaires. Du coup, c'est vous qui piochez dans ce vivier pour le bon candidat avec la bonne société. Comment ça se passe?
Alors tout ça en même temps, effectivement, 2500 entreprises partenaires, mais actives. Je D'accord. souligne parce qu'effectivement, comme on existe depuis C'est pas 26 vrai, ans, on a, on va dire, une listing d'entreprises qui est bien plus important, mais on a 2500 entreprises partenaires avec qui nous avons travaillé depuis moins de 2 ans. Donc ça, on le souligne parce qu'aujourd'hui, on a déjà 700 étudiants, si je peux dire, sur les FAB, en alternance et en initiale, avec des stages, parfois 1 à 2 stages par an. Et pour bien accompagner nos étudiants, ce qu'on propose, c'est un accompagnement déjà individualisé. Comme le disait Victor, on a un chargé des relations entreprises sur chaque campus, pour chaque filière et pour chaque étudiant, qui permet de l'accompagner sur la rédaction de son CV, c'est un minima, mais aussi la méthode pour le ciblage des bonnes entreprises pour son projet. Donc déjà pour l'orienter lui dans la recherche des potentiels qui vont l'emmener vers effectivement le métier qu'il souhaite réaliser, mais également sur tout ce qui est amener à bien faire un pitch, bien vendre son projet, savoir également prospecter sur le terrain, prospecter par téléphone, des ateliers sur comment on fait un entretien de recrutement, comment pas se tromper, voilà. Donner les codes pour que dans la posture, dans le discours et dans les outils proposés aux entreprises, ils puissent se différencier. C'est la clé. Et au-delà de cette préparation de coaching que l'on fait systématiquement avec tous les étudiants, qui vont les guider et, on va dire, mieux transformer leurs opportunités, celles qui vont les chercher par eux-mêmes, on a aussi plus de 1600, en tout cas pour le campus de Lyon et pour les autres campus, plus de 1600 offres d'alternance proposées aux étudiants et diffusées sur une plateforme. Donc les étudiants peuvent participer à des événements de recrutement que nous organisons sur le campus, mais aussi postuler directement à ces offres qu'on diffuse pour eux sur leur espace personnalisé. Et notre ambition avec Sony et avec ses équipes, c'est de faire le meilleur match entre les besoins de l'entreprise et le profil de l'étudiant et son projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour placer nos étudiants, ce que l'on fait relativement facilement grâce au travail qui est fait par Sony et ses équipes, c'est avec toutes les offres que l'on a, les partenaires historiques que l'on a, mais c'est aussi de mettre l'étudiant là où il va être au mieux en fonction de son profil et en fonction de son projet, et aussi de répondre aux besoins de l'entreprise qui vient faire du sourcing. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, elles travaillent avec nous parce qu'elles viennent chercher des profils qui vont correspondre à leurs besoins pour les embaucher derrière, que ce soit lors de l'apprentissage ou dans des juniors, des personnes qui sont déjà diplômées. Et si nous, on ne fait pas du bon placement avec elles, forcément, elles vont arrêter de travailler avec nous. Donc on a un vrai enjeu pour essayer de faire le meilleur match entre ces deux partenaires. Alors du coup, moi j'avais une question pour vous, Sony, c'est par rapport aux sociétés que vous mettez en relation avec les jeunes. C'est plutôt quoi, des grosses boîtes, des petites structures? Alors, il faut un ensemble pour faire un tout. Donc on a 80% de TPE, de PME. D'accord. Globalement des agences immobilières. On va dire 60% recrutent en transaction et le reste en gestion et promotion. Et principalement, ça va être sur les métiers de la location, donc tout ce qui est métier de vente finalement et de transaction. Et on a bien sûr des grandes entreprises, pas forcément dans le secteur de l'immobilier, comme on l'expliquait tout à l'heure avec Victor, ça peut être des entreprises comme la SNCF qui ont un parc justement à gérer. Et on n'a pas parlé aussi, mais de l'immobilier social, qui est aussi un grand acteur de l'immobilier sur le secteur de Lyon, mais aussi des autres campus. Et factuellement, en fait, ça représente combien de pourcentage l'alternance chez vous à l'EFAB? À peu près 90% de nos étudiants sont en alternance. C'est ultra majoritaire. Ouais. Et le taux de placement, pardon, il est autour de? Le taux de placement est autour de 97% à date. D'accord. Et les étudiants qui sont sans entreprise actuellement sont soit les initiaux, soit les étudiants qui ont eu parfois un parcours avec des aléas, qui ont été en rupture de contrat et qu'on accompagne de nouveau à retrouver une nouvelle entreprise. Justement, je voulais en parler. Ça arrive souvent? Plus qu'on ne souhaiterait que ça arrive, bien sûr, mais ça arrive quand même en minorité. On va dire qu'il y a 2% par classe où on a de la rupture, mais sinon c'est assez faible. Et c'est dû à quoi, en fait, justement, le fait que le jeune soit inapte à l'idée de travailler parce que trop jeune, pas assez mature? C'est une mésentente humaine avec son responsable? Principalement cette deuxième cause, effectivement, parce que l'adéquation du poste est vérifiée systématiquement avant le contrat et au début du contrat. Donc l'émission correspond systématiquement au projet de l'étudiant, c'est souvent malheureusement un problème humain. Donc l'adéquation des humeurs ou des ententes entre le tuteur et l'étudiant. Et quand ça se passe comme ça, vous faites quoi? Vous essayez de tout de suite faire la culbute avec une autre société? Vous le basculez en initial, ça se passe comment? Alors le droit est bien fait, hein. Il y a des dispositifs qui protègent les étudiants et leur formation. Donc effectivement, on a des solutions de repli qui permettent tout de suite de mettre fin à la collaboration entre l'entreprise et l'étudiant, en mettant fin à la période d'essai ou en mettant fin au contrat d'un commun accord, et ensuite de mettre l'étudiant sous un dispositif de convention de stagiaire de la formation pro, qui permet de garder, on va dire, sa formation et de continuer à rechercher une nouvelle entreprise, et on l'accompagne de nouveau. Et il continue à avoir sa formation au sein de l'EFAB l'EFAB qui est payée, toujours. Et à lui aussi recevoir un salaire comme s'il était alternant dans la boîte? Alors non, il aura ce statut d'étudiant en apprentissage sans entreprise. D'accord.
mais on va dire ne percevra plus de salaire, mais bénéficiera toujours du financement de sa formation. Ok. Et quand ça se passe comme ça, en général, il faut compter combien de temps pour retrouver une société? Souvent, ils ont une entreprise déjà en D'accord. voulant quitter. Ils se prononcent parfois tardivement sur finalement l'échec de cette relation, mais on va prendre, on va dire, 1 à 3 mois à replacer nos étudiants qui sont en rupture, dans la mesure où ils sont proactifs dans leur démarche et qui nous tiennent informés régulièrement. Ok. Une dernière chose avant qu'on passe à la dernière partie sur vraiment l'avenir des métiers de l'immobilier, c'était la possibilité, comme je le disais, vous êtes sur 10 campus en France. Il y a la possibilité de commencer par exemple à Paris pour ensuite bifurquer à Lyon et finir sur Marseille. Comment ça se passe? Alors tout à fait. Dès que vous commencez un cursus CEFAB, vous avez une mobilité sur tous les campus qui dispensent la même formation. On a 10 campus, comme vous le disiez. Donc on peut commencer une formation en bachelor première année à Lyon et effectivement poursuivre en faisant un transfert de dossier. Les formations, les rythmes d'alternance sont les mêmes d'un campus à l'autre et la progressivité des cours est articulée de fait pour que l'étudiant en première année chez nous suive les mêmes cours à Lyon qu'à Paris sur la première année. Et donc, Très bien. ils n'ont Et pas donc de ça veut retard, dire que vraiment. le programme est rigoureusement le même d'une année sur l'autre sur tous les sites. La technique que vous avez aussi d'apprentissage expérientiel, pareil, elle se retrouve sur tous vos sites. Tout le programme pédagogique, tout le dispositif de formation, le dispositif de certification est exactement le même sur les 10 campus. C'est ce que je dirige et coordonne au national. D'accord. Et alors si par exemple, comme la majorité de vos élèves sont en alternance, ça veut dire que, imaginons qu'un étudiant parisien qui vient à Lyon, il va refaire un speed dating pour retrouver une entreprise, ou alors c'est le campus parisien qui l'aide à trouver sur Lyon déjà? Il y a plusieurs en fait, possibilités. L'étudiant peut déjà avoir eu sa mobilité grâce à une entreprise qui est implantée à la fois sur Paris et sur Lyon. D'accord. Admettons, il est sur un contrat d'apprentissage de 3 ans, mais dès sa deuxième année, il a une opportunité de venir sur un poste sur Lyon pour la même entreprise. Il y a simplement à faire un nouveau contrat en restant dans la même entreprise. C'est le campus en fait, finalement, qui va accueillir l'étudiant, qui va la réaccompagner dans sa démarche, parce que c'est bien les chargés des relations entreprises de Lille qui connaissent le marché lillois qui pourront mieux l'accompagner, etc. Donc on a systématiquement des équipes sur place qui connaissent le marché, qui connaissent les acteurs et qui vont pouvoir rapidement mettre en relation l'étudiant avec les entreprises. Et justement, pour vous, ça semble intéressant de faire un petit tour de France justement des écoles de l'EFAB pour comprendre à l'échelle nationale le marché de l'immobilier, ou finalement pas tant que ça? Alors ça l'est, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai un travail, entre autres, qui est justement de coordination nationale de l'ensemble de ces campus sur la partie pédagogique. Donc je réunis régulièrement les responsables pédagogiques, les chargés de relations entreprises pour s'assurer de l'harmonisation nationale de ces programmes de formation. Et puis après, campus par campus, on va avoir des spécificités, pas dans le contenu de formation, mais finalement dans les types de relations entreprises. Sony expliquait par exemple la question de tout ce qui est le secteur du logement social. Il y a des parties de France qui sont plus importantes sur cet aspect-là, donc on va avoir plus de spécificités, de placement d'entreprises dédiées à ce type de métier, à ce type de secteur, selon les types de campus. De la même façon, lorsque vous êtes par exemple sur le campus de Grenoble, il y a de l'immobilier de luxe avec toutes les stations de montagne, qui est bien évidemment plus important que lorsque vous êtes sur le campus de Nantes, qui lui a plutôt de l'immobilier de littoral. Donc là, il va y avoir une spécificité dans le type d'entreprise, dans le type de métier. Après, le cœur et la base, que ce soit promotion, transaction ou gestion, va rester la même. Donc ça veut dire, par exemple, pour reprendre cet exemple d'immobilier de luxe, il n'y a pas besoin d'aller à Paris où vous avez Toulon, je crois, ou même Aix-en-Provence, une ville où l'immobilier est particulièrement cher. Il n'y a pas besoin d'être déjà sur un site en fait qui est propice à des prix du mètre carré particulièrement élevés. Alors attention, il faut distinguer la question du prix au mètre carré, qui effectivement est le plus important, par exemple à Paris ou dans des grandes métropoles, de la question de la spécificité de l'immobilier de luxe. Là, l'immobilier de luxe, c'est des types de biens en termes de patrimoine, en termes de type de bâtiment, en termes aussi d'accompagnement du client, de la prestation qui sont différents. Donc on est dans des secteurs qui sont différents. Et peut-être que là, du coup, la prédominance de l'anglais est absolument visible. Alors la question, effectivement, lorsque l'on va travailler avec une clientèle internationale selon les destinations, la question de l'anglais est un point qui est important. C'est bien évidemment pour ça qu'il y a des cours d'anglais tout au long du programme de formation. Et d'ailleurs, c'est possible d'avoir une formation en immobilier en France pour ensuite travailler dans un pays européen? Alors oui, on a relativement peu de mobilité de la part de nos étudiants. C'est-à-dire que en fait, dans la logique, on a des possibilités d'ailleurs de mobilité d'études à l'international pour nos étudiants. On en a un par exemple qui est à Los Angeles en ce moment en train d'étudier sur sa dernière année de master. Mais pour autant, la plupart de nos étudiants restent en France pendant leurs études puisqu'ils sont liés avec cette question d'apprentissage, forcément. Et en fait, comme ils développent leur réseau sur leur lieu d'implantation, leur lieu d'études, assez naturellement, la quasi-totalité reste sur le même type de secteur.
Donc on a assez peu d'étudiants qui vont travailler à l'étranger, mais ça arrive. Ok, très bien. Alors justement, il est question maintenant d'aborder la question de l'avenir du secteur immobilier, notamment la digitalisation du secteur, qui est certainement quelque chose qui a complètement bouleversé la façon même d'appréhender ce travail. Je pensais notamment à la question de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Je pensais surtout aux agents IMO en fait pour ça. J'imagine qu'on n'est plus dans la communication où on va faire du porte-à-porte ou lancer des flyers dans les boîtes aux lettres, mais on va au contraire essayer de développer ses propres réseaux sociaux, non ? Alors en fait, les vieilles méthodes restent toujours d'actualité. Elles marchent encore ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail de proximité qui sont faits par les agents immobiliers ou par les acteurs de l'immobilier, quels que soient les types de métiers. Donc ces fondamentaux-là restent. Pour autant, vous avez raison, on a évolué dans les types de techniques, on a des nouveaux outils qui sont adaptés. Par exemple, sur des questions liées au géomarketing, l'utilisation de Google Analytics pour la fréquentation des sites Internet, qui sont bien évidemment extrêmement importants pour les acteurs de l'immobilier aussi. Le travail sur les réseaux sociaux se fait sur la transaction, comme vous l'avez dit, mais pas uniquement. Je voudrais prendre comme exemple, il se trouve qu'on fait travailler nos étudiants sur ces questions de technologie et de digital tout au long du programme de formation. Chaque semestre, ils ont obligatoirement un module et des contenus de cours sur le tech et le digital appliqué à l'immobilier. Et ce, dès le BTS ? De la première année de bachelor à la dernière année de master, le BTS est un référentiel éducation nationale. Okay. Donc on est obligé de suivre le cadre de référence de l'éducation nationale. Très bien. Je fais juste une parenthèse, on a rajouté quand même des séminaires spécifiquement dans notre école pour pouvoir les accompagner, les sensibiliser à la question de la promotion et de la question de la vente complexe. Mais pour revenir sur la question du tech et du digital, donc ils en ont sur chaque semestre parce qu'on considère qu'on doit les préparer non seulement à trouver un job maintenant, mais aussi justement aux enjeux de l'immobilier de demain. Et sur ces aspects-là, ils vont travailler sur des cas de study case, c'est-à-dire des cas réels. Je vais prendre l'exemple de Keller Williams avec lesquels on a travaillé l'année dernière. Pour revenir sur les réseaux sociaux, leur enjeu à Keller Williams, c'était le recrutement, justement. Les nouvelles ressources, comment se faire voir, se faire recruter, ce qu'on appelle la marque employeur. Et comment utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de la marque employeur pour Keller Williams. Donc, ce n'est pas uniquement de la commercialisation, c'est aussi d'autres aspects qui sont liés au RH, à la finance, ou au suivi de la data, par exemple, sur ce qu'on appelle le BIM, qui est un acronyme un peu précis, pour tout le suivi technologique des bâtiments, pour avoir du suivi de data en temps réel. Et ça, donc, on est d'accord que c'est absolument indispensable pour l'immobilier d'aujourd'hui et dans 10 ans. Alors pour l'immobilier d'aujourd'hui, c'est variable. Selon les types d'acteurs, selon les entreprises dans lesquelles les étudiants sont, selon le type de métier qu'ils vont faire, c'est plus ou moins important. Par contre, nous, on considère qu'effectivement, dans 5 ans, 10 ans, ça va devenir absolument essentiel. Donc on prépare, notre enjeu d'un point de vue éducatif est de préparer nos étudiants à trouver une alternance maintenant, un job dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais aussi de les préparer pour leur métier dans 5 ans et dans 10 ans. Donc on est à la recherche d'équilibre permanent. À titre d'exemple, ce matin, on avait ce qu'on appelle un comité de perfectionnement, c'est-à-dire qu'on réunit tous les ans des représentants du monde professionnel. Donc on avait 15 professionnels avec nous pour travailler les contenus de formation et justement les enjeux de l'immobilier de demain pour mettre dans le cadre de nos séminaires, dans le cadre de nos workshops, des dispositifs pédagogiques le plus innovants possible en termes de contenu, en termes d'animation, pour préparer nos étudiants à ces questions-là. Moi, j'avais une question en fait, qui nous avait été posée par notre classe témoin lorsqu'on prépare ces émissions. C'était finalement, est-ce que l'immobilier, en termes de statut, la plupart des agents immobiliers en fait, sont des indépendants qui montent leur auto-entreprise. Pour beaucoup, en tout cas, pour les nouveaux, en tout cas, on voit que c'est vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se prolonger, en fait, ou au contraire, on va revenir à un ancien statut, employé en CDI dans un grand groupe ou dans un réseau ? Le marché s'adapte, en fait, Laurent. Ouais. Le marché se tend en ce moment, effectivement. Comme vous le savez, tout ce qui est CDI, CDD, ça reste fixe en fait pour les entreprises. Le marché se tend aussi sur le volet économique par rapport aux actions des banques et aux taux directeurs qui évoluent. Donc aujourd'hui, on n'a pas de certitude, mais c'est vrai que les entreprises font plus en plus appel à des agents commerciaux, des vacataires, qui ne sont pas forcément titulaires d'une carte, comme on évoquait tout à l'heure, et pérennisent entre guillemets leur développement grâce à ce système. Et comme vous l'avez dit, effectivement, tout à l'heure, il y a quand même des belles opportunités dans ce secteur et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le demande et qui ont envie de le rejoindre. Et sur tous les secteurs, tout ce qui est lié au métier de la gestion, ce sont des postes en CDI, il n'y a pas de personnes qui sont en profil agent et la promotion, c'est pareil. C'est vrai que la question d'agent est vraiment spécifique à la transaction dans le cadre de certaines agences. Voilà. On peut trouver du boulot dans toutes les villes françaises, j'entends par là les grandes métropoles, les périphéries, les villes moyennes, voire la campagne. Alors oui, il y a du métier, le métier est partout. Après, comme on le disait au tout début de notre interview, c'est-à-dire qu'il est variable, l'intensité et le marché n'est pas le même lorsque vous êtes dans une zone rurale que lorsque vous êtes à Paris. Mais est-ce que la digitalisation a changé un peu la donne par rapport à ça ou finalement pas tant que ça ?
Elle ouvre des nouvelles opportunités, Ouais. elle permet d'être plus rapide, tout simplement. D'accord. Une autre question que j'avais, c'était par rapport à diversification ou ultra-spécialisation. Je me demandais si, dans l'avenir, les professionnels de l'immobilier, que ce soit en gestion, en transaction, peu importe, vont être amenés à se diversifier le plus possible. C'est-à-dire le lundi, vendre un appartement, le mardi, vendre un hangar industriel et le vendredi, vendre un plateau de bureau dans une tour de centre-ville. Ou au contraire, se spécialiser de plus en plus. Alors là, la réponse est très claire et je reprends le comité de perfectionnement que nous avions ce matin avec nos collègues professionnels. C'est plutôt vers de la spécialisation. Vous pouvez avoir des gros acteurs qui vont avoir plusieurs secteurs au sein de leur entreprise et qui vont faire de la transaction professionnelle, la transaction privée, etc. Mais globalement, les métiers demandent de la spécialisation. C'est-à-dire que nous formons des experts, des gens qui sont pointus dans leur domaine et quelqu'un qui est en promotion immobilière, il ne va pas aller faire de la gestion. Et de la même façon, quand on se spécialise dans un type de promotion, au fur et à mesure, on a développé une expertise qui fait qu'on a de la valeur ajoutée, qu'on a son réseau, qu'on connaît son secteur, qu'on connaît son marché, qu'on connaît son type de public, son type de clientèle, et c'est vers ça qu'on continue sa spécialisation. Parce que ce soit en transaction ou en gestion, si on part sur du bien au particulier ou du bien au professionnel, notamment des bureaux, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes types de droits, ce ne sont pas les mêmes types de clients, pas les mêmes types de besoins. Alors bien évidemment, vous allez toujours trouver des acteurs qui font un petit peu de tout. On parlait de la question des zones rurales, par exemple, vous pouvez être amené dans ce type de zone, effectivement, à toucher un petit peu plus à tout parce qu'il y a moins de marchés. Mais lorsque vous êtes dans des marchés qui sont plus denses, qui sont plus concurrentiels, votre spécialisation est un atout important. Une fois de plus, vous pouvez avoir au sein de la même entreprise plusieurs branches, mais l'acteur professionnel en lui-même, vous avez peu de gens qui font de la transaction pour la transaction entreprise et de particulier. C'est extrêmement rare. D'accord. Et justement, je me demandais par rapport à ça, pour rebondir sur ce que vous disiez, imaginons l'immobilier dans 10 ans. La crise Covid a profondément, notamment je pensais aux immobiliers de bureau. Oui. Je pense que c'est un peu en crise en ce moment puisque les entreprises n'ont plus autant besoin tout simplement de postes de travail par étage. Une boîte qui a 100 employés, maintenant elle n'a besoin que de 60 postes avec le télétravail qui s'est généralisé. Du coup, ça va se passer comment en fait pour les gens qui se sont spécialisés, comme vous le dites, dans la promotion immobilière ou la transaction immobilière dédiée au bureau? Alors c'est un très bon exemple et je vais prendre l'un des membres du comité de perfectionnement qui est asset manager chez Orange et qui expliquait, on travaillait sur cette question-là justement, exactement celle que vous venez de poser, et il expliquait comment en fait effectivement d'un immobilier de bureau où il avait des bureaux avec des gros plateaux à gérer depuis des années, ils avaient dû progressivement en fait construire un immobilier avec quand même des plateaux dont ils ont besoin parce qu'il y a des moments où ils se retrouvent, et puis d'autres plateaux plus petits parce que les gens, même si les personnes peuvent rester en télétravail, ils ont besoin de temps de connexion aussi, mais dans des formats qui peuvent être différents. Donc il a dû retravailler dans sa partie asset management l'harmonisation des bureaux, les types d'équipements mis en place, la question quand même d'accompagnement sur le télétravail parce que c'est une autre façon de le faire. Et ça a aussi un impact d'un point de vue financier. C'est-à-dire que là où les entreprises avaient des gros plateaux et tous les coûts au mètre carré qui sont liés à ça, finalement ils redistribuent cette économie-là sur d'autres types de postes, d'autres types de fonctionnement. Mais pour autant, on a eu une évolution sur le télétravail avec la crise Covid. Dans 2 ans, dans 5 ans, d'autres types d'évolutions vont pouvoir arriver. Donc il faut une forme d'agilité aussi par rapport à ça pour pouvoir s'adapter et anticiper un certain nombre de points. Alors pour finir l'émission, j'aurais voulu qu'on revienne sur une spécificité justement de l'EFAB, c'est votre séminaire Smart City. Apparemment, vous essayez de sensibiliser, vous y arrivez, à sensibiliser les jeunes sur les écoquartiers, les logiques de développement durable, ce qu'on appelle le HQE en architecture, la haute qualité environnementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il est question au sein de l'EFAB ? Oui, alors on a même plusieurs séminaires qui tournent autour de la question et du développement durable au sens large, la question de toutes les parties dites écologiques, mais aussi la partie de l'innovation. On revient sur qu'est-ce que sera l'immobilier dans 5 ans, dans 10 ans. Donc on tourne autour de ces questions avec nos étudiants pour 2 raisons. Une raison de court terme, vous avez évoqué les questions des nouvelles normes, par exemple en termes de rénovation énergétique, qui posent des problèmes sur les locations, qui sont d'actualité, sur de nouvelles normes qui vont arriver dans la construction, donc ça va impacter la promotion et la gestion dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi indirectement de la transaction. Donc on travaille avec nos étudiants sur ces nouveaux types de besoins pour du court terme, parce qu'ils en ont besoin dans leur alternance, dans leur premier job, avec des séminaires. Et on travaille aussi la question de la réflexion justement sur l'immobilier dans 5 ans et dans 10 ans. On a évoqué la question de la crise Covid à titre d'exemple et sur ces aspects écologiques et de développement durable pour essayer d'anticiper les nouvelles mobilités, les impacts que cela va avoir sur le tertiaire, sur le logement particulier et autres. Et dans ces séminaires, c'est une façon pour eux et pour nous de les aider à prendre du recul,
de faire de la perspective. On les met dans des situations avec des entreprises, avec des projets réels, comme le cas de Keller Williams dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était sur la question de la marque employeur, mais c'est le même type de choses. On va travailler avec des acteurs locaux ou nationaux sur des projets réels et faire réfléchir et travailler nos étudiants sur cette réflexion-là pour faire des propositions. À titre d'exemple, sur le campus de Lyon, il y a eu des situations avec la ville de Lyon et le promoteur Vinci qui avaient des espaces sur lesquels ils avaient des problématiques de mobilité, des problématiques aussi de cohabitation entre différents types d'acteurs. Et donc nos étudiants, pendant une semaine, ont travaillé avec les acteurs de la ville de Lyon et les acteurs de Vinci à faire des propositions qui vont correspondre à ce que l'on espère être les mobilités à venir. Très bien. Et du coup, vous sentez que c'est véritablement un enjeu majeur pour l'avenir de l'immobilier, des professions de l'immobilier en fait. Ce n'est pas qu'une mode. Non, alors c'est clairement un enjeu majeur parce que de toute façon, il y a des aspects réglementaires qui impactent déjà l'immobilier dès aujourd'hui et encore plus demain. Donc ça, c'est une certitude et dans la promotion, donc dans la construction avec les nouvelles normes et dans la question de la rénovation énergétique, c'est une obligation. Donc là, on est obligé de travailler ce point-là. Et on est persuadé en tant qu'établissement d'enseignement et donc établissement éducatif que la question, bien évidemment, de notre environnement au sens très large, de l'évolution des conditions climatiques, des conditions environnementales, mais aussi des conditions sociales, est un enjeu important. Alors, on n'a pas de certitude sur ce qu'il va y avoir dans 5 ans et dans 10 ans, mais notre enjeu à nous, c'est de travailler avec nos étudiants pour les ouvrir sur ces points-là, pour les faire réfléchir, de façon à ce qu'ils puissent anticiper et s'y adapter au mieux. Très bien. Alors, du coup, j'avais quelques questions pour finir avec vous. La première, c'était une question qui nous a été beaucoup posée par la classe témoin avec laquelle on travaille pour préparer ces émissions, c'est la question du réseau. Peut-être avec vous, Sony. Beaucoup nous ont dit on a besoin en fait d'avoir un réseau pour se lancer. Est-ce que c'est vrai ? Pour se lancer, non, pas forcément. Vous avez besoin d'un réseau pour vous développer, en fait. Et ce réseau, il se travaille dès le départ. Mais ça, ça se fait, ça peut se développer Vous partez toujours de rien, hein, quoi qu'il arrive. Dans l'immobilier, oui, Okay. parce que ça se fait sur la compétence et la reconnaissance des autres. D'accord. Donc vous avez besoin d'y travailler au jour le jour, à développer votre réseau au travers de toutes les transactions, des manifestations sur lesquelles vous pouvez participer également. Il y a des très belles applications qui existent, qui permettent aux étudiants d'aller au plus proche des professionnels de l'immobilier pour se renseigner sur le marché, sur le secteur, les innovations, etc. Avant même le début de la formation. Il ne faut pas attendre dans ce secteur d'être en cours pour poser des questions. Et on en parlait en tout début d'émission, la curiosité est le maître mot finalement pour l'intégration de nos jeunes talents. S'ils veulent effectivement travailler dans ce secteur, il faut qu'ils comprennent la dimension importante qu'est le réseau et qu'ils aillent sur les événements physiques et même digitaux du secteur de l'immobilier partout en France pour mieux comprendre le marché, se faire des bons contacts et puis développer des projets qui aboutiront pas tous, mais au moins en tout cas d'être dans les starting blocks sur la partie effectivement développement. Très bien. À ce niveau. Je ne suis pas sûr, mais si le sens de la question, ou l'inquiétude en tout cas de ces étudiants, c'est de se dire « mais moi je ne connais personne dans l'immobilier, j'y arriverai pas », alors là, il n'y a aucun souci sur cet aspect-là. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit Sony très justement, c'est un secteur qui reconnaît la valeur travail. Vous travaillez, vous avez des résultats, vous ferez votre réseau, vous développerez votre activité professionnelle en salarié, en indépendant, et vous avez tout à fait tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans cet aspect-là. Donc lancez-vous, quoi. Clairement. Et puis après aussi dans nos parties pris pédagogiques, comme le disait Sony, en fait nous avons des professionnels partenaires au moment des cours d'entrée, au moment d'ailleurs aussi des jurys et tout au long du programme. Donc c'est-à-dire que les étudiants vont développer leur réseau professionnel grâce à leurs intervenants, grâce à leurs collègues qui vont eux-mêmes devenir des acteurs du milieu professionnel, grâce à leur entreprise, grâce à leurs conseillers relations entreprises. Donc on va les aider par rapport à ça sans aucun souci. Ok. Une autre question qui nous avait été beaucoup posée, c'était la question de la reconversion. Est-ce qu'il est possible, si on a 30-35 ans, en fait, de se relancer dans une carrière, à savoir celle de l'immobilier ? Oui, c'est tout à fait possible, bien évidemment, ça dépend. Vous avez quelques élèves à l'EFAB qui n'ont pas 18 ans ? Alors, il y en a chaque année, même en BTS, qui reprennent un parcours de 2 ans et qui ont plus de 30 ans. Ça pose pas de problème, c'est juste qu'effectivement, il faut avoir conscience qu'on revient sur un schéma de formation descendant quand on vient sur du BTS. J'ai eu jusqu'à des personnes qui avaient 55, 56 ans, qui venaient après une expérience en commercial et une expertise dans le domaine commercial, se lancer un nouveau défi et prendre tout le bagage technique et juridique qu'ils avaient besoin pour monter leur activité. D'accord. Donc ça arrive chaque année, quoi qu'il arrive. Ok. Une autre question, c'était est-ce qu'il est nécessaire de travailler dans des grandes agglomérations quand on veut bosser dans l'immobilier ? Alors non, pas forcément. Il faut connaître le marché. D'accord. Il y a alors je ne sais pas si on peut citer des sources, mais des sites effectivement qui sont assez bien faits. Si les étudiants vont sur des moteurs de recherche chercher le prix au mètre carré par région,
ils peuvent effectivement en apprendre beaucoup sur leur secteur d'activité et sur le secteur géographique sur lequel ils sont déjà implantés, sur le secteur qu'ils visent pour pouvoir travailler. Et en fait, on part de la connaissance du secteur, la connaissance juridique. Et après, une fois qu'on a déjà ces deux éléments, on peut, avec la montée en compétences, travailler partout. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se positionner sur un territoire où justement le prix du mètre carré est élevé pour avoir plus de chances de travailler? Non, pas du tout. Ok. Et puis j'ajouterais aussi sur la question nos campus sont implantés dans des villes bien évidemment principales. Pour autant, on a des étudiants qui viennent. Notre rythme d'alternance le plus classique, c'est 1 jour de cours par semaine et le reste en entreprise. Donc on a des étudiants qui sont sur le campus de Lille, par exemple, et qui vont travailler parfois à 3/4 d'heure, 1 heure de route dans une autre type de collectivité, de communauté. Pareil, des étudiants alors, sur Paris en général, ils restent sur la région parisienne, mais qui est quand même assez large. On peut avoir des étudiants qui sont sur le campus de Nantes, mais qui vont être sur un apprentissage sur la ville de Vannes ou sur la ville de Rennes, par exemple. Donc là, il n'y a pas de... Au contraire, ça leur permet d'être en proximité avec les entreprises et avec leur marché. Comme le disait très justement Sony, l'important, c'est de connaître son marché, son secteur. Ok. Et alors la dernière question, vous l'attendez tous, la question des salaires. On y a droit à chaque fois. Est-ce qu'on gagne bien dans l'immobilier? Ça dépendra du poste sur lequel vous travaillez, en fait, tout simplement. Bien sûr, mais globalement, est-ce que quelqu'un qui a un bac plus 5 dans l'immobilier gagnerait plus que quelqu'un qui a un bac plus 5 banque et finance, par exemple? C'est pas dit. Ça dépend encore une fois de votre niveau de responsabilité, de votre portefeuille aussi. Parce que dans l'aspect financier ou même dans le domaine de l'assurance, c'est des contrats bien spécifiques. Donc on peut effectivement avoir des revenus bien plus importants dans le domaine de la banque aussi. Maintenant, quand on parle effectivement d'immobilier, d'entreprise, d'immobilier tertiaire, on est sur des gros postes, des grandes entreprises, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'heures de travail et donc effectivement des salaires qui vont en face. Maintenant, derrière, vous avez des salaires beaucoup plus importants, mais beaucoup plus variables quand vous êtes sur l'activité de vente et de transaction, mais beaucoup plus pérennes et fixes, on va dire, moins importants, mais quand même des belles perspectives d'évolution de carrière sur les métiers de la gestion et du syndic, avec beaucoup de postes et finalement peu de demandes et peu de concurrence. Là où en transaction, vous avez de plus en plus de demandes, de plus en plus de concurrents, avec des salaires qui sont variables, comme je vous le disais, en fonction de l'activité. Et le marché, c'est l'activité. Demain, vous ne pouvez plus acheter, vous ne pouvez plus vendre, vous pouvez toujours faire de la gestion. Et on parlait de l'activité économique des entreprises tout à l'heure. Les entreprises vont devoir de toute façon ajuster effectivement leur activité par rapport au marché. Demain, un entrepreneur ne va pas forcément fermer boutique parce qu'il n'y a plus de biens à la vente. S'il arrive à s'associer avec un titulaire d'une carte G, une carte S, ça lui fera un revenu qui rentrera tous les mois. Et ça permettra d'équilibrer finalement son bilan financier et de pouvoir développer plus de trésor avec une activité de transaction qui sera peut-être amoindrie par la situation du marché, mais... Donc ce que j'entends quand même dans ce que vous me dites, c'est qu'il y a en plus une évolution salariale. Parce que je pensais qu'il y avait justement, notamment dans la transaction, on atteignait un palier de transaction, donc de rémunération, et qu'on ne pouvait plus monter dans sa carrière. Si on arrive à faire, je ne sais pas, 10 transactions dans l'année, ce qui est déjà beaucoup, une par mois, un peu plus, enfin 12, une par mois, comment est-ce qu'on peut encore augmenter? Et vous dites qu'en fait, si on peut, tout simplement en diversifiant son activité. J'ai une apprentie qui a réussi à faire 24 ventes dans le domaine... alors, ce n'était pas sur le secteur de Lyon, on était plutôt sur l'Ardèche. Mais vous voyez, on parlait du secteur tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Ça dépend encore une fois de la concurrence que vous avez et des opportunités sur le secteur où vous êtes. Mais encore une fois, il faut arrêter les idées reçues peut-être. Oui, tout à fait. Vraiment être malin, être curieux et puis aller se positionner comme un investisseur finalement sur des potentiels de marché qui sont plus porteurs que d'autres. Et là où il y a saturation, effectivement, peut-être plus les fuir. Et ça demande de faire plus d'efforts en kilomètres et plus d'efforts en termes de temps de travail. Voilà. Mais il y a des belles perspectives, effectivement. Et c'est pas parce qu'on est sur Lyon qu'on va plus vendre. On vendra plus cher, mais peut-être moins de biens. Et peut-être vaut mieux vendre plus de biens, mais moins cher, pour faire un meilleur revenu. Moi, j'avais une dernière question qui avait été posée par un parent, en fait. C'est, comme je l'expliquais en introduction, on a des chiffres qui sont chaque année en pleine croissance, mais quand même, on voit que la croissance s'érode. Dans 10 ans, comment vous, professionnels de l'immobilier, vous imaginez ça en fait? On va tomber, si ce n'est dans une chute vraiment, mais une érosion assez massive du prix du mètre carré ou en fait ça va avoir un rebond? Alors le prix du mètre carré n'a pas baissé, le prix du mètre carré ne fait qu'augmenter. Il peut y avoir différents types de paliers par moment en fonction du taux d'emprunt, des choses de ce type-là, mais le prix du mètre carré n'a fait qu'augmenter depuis toujours. Depuis plus de 25 ans, effectivement. Donc sur cet aspect-là, sachant qu'en plus il y a une rareté des biens. Aujourd'hui, c'est quand même, on a des difficultés en tant que particulier pour trouver des biens. On est plutôt sur la question de l'immobilier particulier. On a des difficultés à trouver, donc il n'y a pas de raison, a priori, en tout cas, qu'il y ait une baisse des biens. Et nos partenaires ne disent pas que le prix du mètre carré baisse, c'est-à-dire que le volume de transactions peut réduire.
Sauf que ça veut dire quand même, en termes d'emploi, pour faire le lien avec votre question précédente, les agences, on est pour tout sur la transaction, mais les agences se disent qu'elles ont besoin d'avoir des forces vives pour maintenir quand même leur niveau de transaction. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Et puis pour compenser ça, il y a beaucoup d'actions et d'activités qui sont liées à la promotion, justement, où on a besoin de construire des immeubles, on a besoin de construire des appartements, construire des logements pour les particuliers. Donc on est sur un secteur qui est en activité, avec des problématiques sur lesquelles on doit préparer justement nos étudiants, qui sont la disponibilité du foncier. C'est-à-dire qu'en fait, les promoteurs, aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs, c'est de trouver le foncier, être au bon endroit et trouver les réseaux de communication qui vont s'y adapter. Il y a des grands enjeux, par exemple, sur ce qu'on appelle les friches urbaines, c'est-à-dire des endroits dans les zones urbaines qu'il faut complètement rénover, qu'il faut complètement repenser. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de potentiel pour des gens qui ont l'expertise. Je fais le lien avec votre question tout à l'heure. Il faut justement de l'expertise pour trouver le foncier, pour bien faire les bons plans d'urbanisme qui correspondent au projet dans 5 ans et dans 10 ans. Ok, très bien. Justement, on arrive à la fin de l'émission. J'ai l'habitude de demander un petit mot de la fin à tous les deux. Est-ce que vous auriez un petit mot pour finir de convaincre les jeunes qui nous regardent, soit de venir à vos journées portes ouvertes, soit de se renseigner sur efab.fr? Peut-être Sonny le premier? Alors oui, juste pour reprendre un petit peu le cycle, au niveau de l'admission et de l'accompagnement qu'on proposera, quoi qu'il arrive, chez nous, la démarche, elle est d'aider les étudiants dans leurs projets. On les accompagne, que ce soit pour aller chez nous ou ailleurs. On est là, une porte d'entrée pour l'orientation. Donc, qui n'hésitent pas à passer la porte pour les journées portes ouvertes, il y en a une par mois. Ils ont l'information sur effectivement efab.fr. Pour tous nos campus, nous avons des événements qui sont prévus. Il y aura systématiquement des chargés d'admission et des chargés des relations entreprises qui seront là pour les guider vers le projet de formation qui est peut-être le plus adapté à leur formation, chez nous ou ailleurs, quoi qu'il en est. Après, n'hésitez pas encore une fois peut-être à passer le concours, qui est gratuit, je rappelle. On permet aux étudiants de savoir si ils sont admissibles sous 7 jours. Après, libre à eux de poursuivre l'aventure avec nous, mais on s'engage en tout cas, quoi qu'il en soit, à les mettre en relation avec des partenaires sur des événements speed meeting qu'on organise 4 à 5 fois par an sur tous les campus et sur toutes les offres sur lesquelles effectivement on pourra leur proposer effectivement d'évoluer. Très bien. Victor, un petit mot de la fin? C'est la même chose, je conseille vraiment de venir sur les journées portes ouvertes parce qu'on a là fait dresser un tableau général qui est extrêmement important. Derrière, il faut rentrer dans le détail, bien comprendre quels sont les types de métiers. Et nous, on est là pour accompagner les étudiants dans leur orientation. On organise aussi des salons d'orientation puisque notre but premier, c'est de conseiller et accompagner l'étudiant. Donc il faut venir rencontrer les responsables pédagogiques, les conseillers relations entreprises, discuter de ces métiers-là, mieux comprendre. Si vous avez de l'appétence par rapport au secteur de l'immobilier, venez affiner votre projet, voir si ça correspond bien. Et puis après, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Nickel. Merci à tous les deux de nous avoir bien éclairés sur toutes ces questions. Merci à vous tous de nous écouter. Vous êtes chaque semaine plus nombreux et on vous en remercie. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.